tout le monde. Je voudrais vous remercier pour cette présence massive ce matin dans ce forum Invest in Sénégal. Excellences, Monsieur le vice-président de la République sœur de Côte d'Ivoire, cher Tiamoko Mele Kone, Monsieur le représentant de Sa Majesté Charles III, roi du Royaume-Uni, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles de la République du Sénégal, Madame la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur Katani, président du groupe Attijari, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, national, africain et international, je tiens d'abord à saluer et remercier tous nos hôtes qui ont bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette première édition du Forum Invest in Sénégal. Je remercie particulièrement notre hôte de marque, le vice-président Tiamoko Mele Kone, représentant mon frère, mon grand frère, mon aîné, le président Alassane Ouattara, invité d'honneur du forum. Et cette invitation d'honneur est venue tout naturellement, car le président Ouattara, comme le vice-président Kone, comme vous le savez, sont des anciens gouverneurs de la Banque centrale, donc qui ont séjourné pendant plusieurs années ici au Sénégal. Et nul n'est besoin d'insister sur la qualité exceptionnelle des relations fraternelles qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Merci donc pour cette présence. Et surtout, merci aussi à tous nos invités pour leur présence, ce qui est une marque renouvelée de la confiance envers le Sénégal comme destination fiable et sûre de l'investissement privé étranger. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue, Dalen ak Jàmm et surtout un agréable séjour. Ce forum, mesdames et messieurs, se tient dans un contexte, vous l'avez rappelé, encore marqué par les effets sévères de la pandémie Covid-19 et par les conséquences d'une guerre majeure qui aggrave davantage l'état de nos économies structurellement déficitaires, faibles en tout cas, mais face aux défis, nous devons rester résilients et combatifs. Heureusement que l'Afrique est très résiliente. Sinon, elle aurait disparu depuis longtemps. Mais l'Afrique sera toujours là. Et cette résilience, nous l'avons notée dans le cadre du programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, qui est une des séquences du plan Sénégal émergent, que nous avions lancé en septembre 2020 pour la relance post-Covid-19 et qui est en fin d'exécution en ce moment. Et nous lançons au même moment le PAP 3, dont la formulation est presque achevée, pour couvrir la période 2024-2028. Et je rappelle que ces deux programmes, PAP 2A et PAP 3A, sont des instruments de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui offre un cadre privilégié de partenariat avec le secteur privé en matière d'investissement. Et malgré une conjoncture mondiale difficile, les fondamentaux de l'économie sénégalaise restent aujourd'hui solides. Elle figure parmi les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, avec un taux de croissance de l'ordre de 6% depuis la mise en œuvre du PSE en 2014, qui a été juste freiné par la Covid. Aujourd'hui, grâce aux perspectives d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, nos projections de croissance sur 2023 vont aller au-delà de 8%. En réalité, nous avions projeté 10% pour la première fois de croissance. Nous serons au moins à 8,3% pour l'année 2023. Cependant, et comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises
Pour nous, le pétrole et le gaz, donc les hydrocarbures, ne doivent pas servir au Sénégal comme une économie de rente, mais plutôt comme un levier qui doit soutenir et tirer vers le haut les autres secteurs économiques, ainsi rendre plus robuste notre économie diversifiée. Souvenons-nous toujours que, quelle que soit l'importance des revenus que le pétrole et le gaz peuvent générer, ce sont des ressources non renouvelables, donc qui vont s'épuiser. Cela veut dire que nous devons non seulement en faire une gestion prudente, une gestion transparente pour les générations actuelles et futures, mais surtout nous devons déjà nous préparer à l'ère post-pétrole et post-gaz. Nous devons donc continuer à investir dans d'autres secteurs, notamment sur les énergies renouvelables, où le Sénégal aujourd'hui est à 31-32%, ce qui est une performance. Et nous nous sommes engagés dans le cadre du JETP avec les pays du G7 à atteindre 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 avec un investissement qui sera de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Nous devrons naturellement renforcer les secteurs, le président Bédi Agne l'a dit, comme l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, mais aussi le secteur minier, le secteur du bâtiment, des travaux publics, le tourisme, où le Sénégal a des avantages comparés, l'éducation, la santé, et y compris le secteur de l'industrie pharmaceutique et des TIC, domaine dans lequel le génie créateur de notre jeunesse dispose de possibilités quasi inépuisables. Mais je dois rappeler, mesdames et messieurs, que notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité, mais aussi l'état de droit. Ce sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce ni investissement durable. Et partout dans le monde, la paix, la sécurité et la stabilité ainsi que l'état de droit sont les piliers fondamentaux d'un environnement attractif des affaires. Ce sont les clés qui ouvrent la porte au commerce et à l'investissement. C'est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays. Il est donc de la responsabilité primordiale des pouvoirs publics, avant toute chose, de veiller au maintien de ces fondamentaux. Et c'est ce que nous continuerons à faire au Sénégal. Ces préalables réunis, il s'agit aussi de créer et de maintenir un standing national qui tend vers les standards internationaux. Ceci pour stimuler l'investissement en mettant en avant nos atouts, mais aussi en identifiant objectivement nos fragilités. Et Dieu sait qu'il y en a, des fragilités, il y en a beaucoup, qui doivent être améliorées. L'environnement des affaires n'est pas en effet une donnée statique qui exige constamment une veille rapprochée pour dénouer les goulots d'étranglement afin de favoriser un environnement des affaires convivial pour l'investisseur et protecteur de l'intérêt public. Ainsi, pour être crédible et atteindre nos objectifs de doing business que ce forum a la vocation de promouvoir, alors nous ne devons pas nous limiter simplement à faire du business as usual, encore moins verser dans un exercice d'autosatisfaction. Au Sénégal, le Forum Invest, j'allais dire, doit s'inscrire dans une logique de perfectionnement devant permettre au pays de délivrer de meilleures performances en restant à l'écoute des partenaires du secteur privé et en intégrant les meilleures pratiques qui se font ailleurs. C'est cela aussi qui est nécessaire
aussi bien à l'échelle régionale, continentale donc, qu'à l'échelle internationale. Nous devons évoluer dans un environnement de libre concurrence, de libre compétition. Ça aussi, tous nos partenaires doivent se mettre à l'idée que c'est la compétition aussi en Afrique. Donc, il faut qu'ils se mettent à l'esprit qu'ils doivent aller dans un terrain de chasse où il y a d'autres chasseurs. Donc, il n'y a plus de monopole absolu. Nous devons faire l'effort d'être attractifs et d'être en mesure d'attirer, mais ceux qui viennent aussi, qu'ils comprennent que les terres conquises, c'est fini. Donc maintenant, on va à la compétition. Les règles sont égales pour tous. Voilà ce que je pense être utile pour nous, pouvoir public, mais aussi pour les investisseurs, qui puissent exiger que nous interrogions nous-mêmes nos méthodes et nos procédures. Ce sont le gouvernement et les services publics. Que nous interrogions nos méthodes, nos procédures, afin qu'elles ne soient pas des obstacles à l'investissement privé. Je pense que le Sénégal fait des efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour lever toutes les contraintes qui ne soient pas des freins au commerce et à l'investissement. Time is money, disent les Anglais. C'est un dicton. Et l'investisseur n'a pas de temps à perdre dans la bureaucratie et les procédures et autres formalités indues. Ainsi, notre programme de réforme de l'environnement des affaires et de compétitivité vise à faciliter les procédures administratives, à protéger davantage les droits des investisseurs et à offrir des incitations fiscales et douanières. Tous les jours en Conseil des ministres, on revient sur ce débat. Donner les facilités, c'est vrai que pour les ministères des Finances, je comprends leurs difficultés, parce qu'ils reçoivent des pressions de partenaires, notamment du Fonds monétaire. Il y a trop d'exonérations, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais je leur ai dit, c'est une question d'école. Si l'État fait les infrastructures que nous faisons, qui viennent d'être projetées, si nous avons assez d'argent, on le met dans le budget, donc on met tout en TTC, il n'y a pas de problème, c'est l'État qui paye. Ou alors, c'est l'État qui se paye. Ou alors, on enlève cette fiscalité et on considère que ce n'est pas des donations qui sont faites, mais c'est l'État qui travaille pour lui-même. Et donc, il peut se passer de la fiscalité. Je pense que c'est une question d'école. Alors, ce programme, je disais, est articulé autour de 4 axes, ce programme de promotion, d'amélioration de l'environnement des affaires. Le premier axe, c'est la digitalisation des procédures administratives liées à l'investissement privé et au commerce. Deuxième axe, c'est l'harmonisation et l'assainissement de l'environnement juridique et fiscal. Nous avons une fiscalité très complexe. Je le disais souvent au Premier ministre, c'est un fiscaliste, et au président de... La fiscalité, elle est faite pour ne pas être comprise. Trop compliqué. Trop compliqué. Alors, quand vous leur demandez de faire une réforme, de simplifier, je vais vous donner un exemple. Je leur ai dit, moi je suis ingénieur, donc je ne suis pas fiscaliste, mais je comprends la logique. Je leur ai dit, dans le domaine du bâtiment, vous avez, pratiquement les gens ne payent pas l'impôt, parce que personne ne paye rien du tout, en vérité. Je leur ai dit, pour capter cette manne, mais simplifier l'impôt sur le foncier bâti. Ceux qui ont des contrats de location, dites-leur, 11 mois c'est pour vous, 1 mois c'est pour l'État. Comme ça le calcul, il est simple. Si le montant est de 1 million de francs CFA le mois, donc à la fin de l'année, le bailleur il donne 1 million au trésor et puis là c'est 11 millions. Il n'y a pas de calcul savant, de coefficient qui finalement nous amène à ne pas recouvrer. Bien sûr, il faudra du courage pour les services. Parce que c'est de grandes corporations qui ont fait des études très importantes. Donc, ils ont besoin de prouver chaque fois que les études... Voilà, mais vraiment de grâce, qu'ils nous aident dans des calculs très simples. Addition, soustraction, et puis on passe à autre chose. Alors donc, nous aurons à réformer le code de douane, qui est aussi un code très dur, hein,
très répressif. C'est peut-être normal, mais enfin, il faut améliorer. Le code des impôts, le code des procédures civiles, les codes. Et les juristes nous fatiguent beaucoup aussi. Mais ça, c'est partout dans le monde, les juristes. Alors, troisième axe, c'est l'amélioration de la compétitivité des facteurs de production. Alors, c'est là où bientôt le Sénégal aura des avantages comparatifs avec l'arrivée du gaz, le gas to power, le développement des énergies renouvelables pour rendre notre électricité beaucoup plus compétitive, donc l'économie plus compétitive de façon générale. Les facteurs aussi tels que le foncier, et grâce au développement des zones économiques spéciales, nous pourrons mettre à disposition du foncier pour ceux qui veulent investir. Mais pas du foncier aussi pour ceux qui vous amènent des projets PowerPoint, pour avoir le foncier, s'arranger pour avoir un titre foncier et en faire de l'argent cash. Ça, on ne peut pas non plus, il ne faut pas favoriser ce genre d'opération. C'est pourquoi je dis, même pour les 100 000 logements, quand vous donnez 50 hectares, 100 hectares, il faut une clause. Si dans 4 ans, rien n'est fait, on reprend notre terrain. Il faut que ce soit clair. On ne va pas non plus geler les zones, le foncier national pour des gens qui ne vont pas investir, qu'ils soient nationaux d'ailleurs, comme étrangers. Sur ce plan, je pense qu'il nous faut préserver le patrimoine foncier, mais il faut mettre le foncier à la disposition de ceux qui veulent entreprendre et investir. Quatrième axe, et non des moindres, c'est la promotion de l'investissement à fort impact dans les pôles de développement, les pôles urbains comme Diamniadio. Il y a 10 ans exactement, il n'y avait rien ici. Et tout ce que le film a montré date de moins de 10 ans, 7 ans. Donc cet investissement est important et pour cela, il faut aussi un nouveau cadre juridique sur les partenariats publics-privés. Et nous venons de le faire. La loi sur le contenu local, vous l'avez rappelé, M. Agne, pour soutenir le secteur privé national. Et il m'a fallu beaucoup me battre pour permettre que le IPP puisse être fait par des Sénégalais. Ça a été très difficile, bon, mais c'est fait. Parce que j'ai dit, c'est un choix souverain de politique, c'est une préférence nationale, on va les pousser, on va voir. Ils ont pu, finalement, avec beaucoup de dextérité, de difficultés, finalement, avec 2 IPP, un de 300 MW, je crois que c'est West Africa Energy, et un autre de 250 Ndar Energy. Voilà, pour la première fois, des Sénégalais pourront être des investisseurs dans le cadre du pétrole. Et ça, donc je parle de 500 MW, mais sur 1500 et quelques, il y a Alain Eboubissé qui me regarde, Africa 50, qui est aussi notre partenaire. Je le salue avec la centrale de Malicounda et d'autres centrales solaires. Mais c'est bien, il faut que les nationaux aussi soient aidés. C'est pourquoi je prône le développement de la co-contractance et non seulement de la sous-traitance. Voilà. Mais j'ai toujours appelé notre secteur privé national aussi à se mettre en consortium. Si chacun va avoir sa petite unité, PDG de quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Mieux vaut être membre d'une grande entreprise où au moins vous avez des dividendes qui tombent à la fin de l'année. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, surtout dans le oil and gas, et ça va aider à renforcer les capacités de notre secteur privé national, du secteur privé africain qu'il faut susciter, parce qu'il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et naturellement continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. Parce que là aussi, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de vieux textes qui datent de l'indépendance, la période post-coloniale, et vouloir aller vers les émergences avec les mêmes textes. C'est une utopie. C'est-à-dire un emploi garanti, qu'on travaille ou pas, on ne peut pas être licencié, on ne peut rien faire contre vous, c'est contre le progrès. Moi, tout le monde connaît ma fibre sociale. Je suis pour la protection des travailleurs. Je suis pour leur épanouissement, pour les aider dans le pouvoir d'achat. Mais il faut que les gens y travaillent ou ils cèdent la place. Parce que nous sommes dans un monde de compétition féroce.
Et c'est l'État qui doit commencer par changer ses propres règles en matière de code du travail au sein de la fonction publique, pour que les gens se mettent toujours en mouvement, qu'ils travaillent pour avancer et non pas avancer parce qu'on est le plus ancien. Parce que c'est cette fonction publique de carrière aussi qui est un des freins de notre administration. Mais enfin, ensemble, avec tous nos agents, nous allons travailler. Vous allez travailler parce que, de toute façon, tout le monde est fini. Vous allez travailler donc à poursuivre ces réformes qui demandent beaucoup de courage, beaucoup d'ambition également. Alors, mais à elles seules, toutes ces réformes ne suffisent pas. Ce qui compte et qui fera la différence, c'est la disponibilité et le travail des hommes, je viens de le développer, et des femmes qui appliquent les réformes, qui interprètent les textes, qui animent les structures, qui accueillent, qui conseillent, qui orientent l'investisseur et surtout qui prennent les décisions. Mais tout cela dans la transparence, sans bureaucratie, sans perte de temps inutile. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut pas être reporté à demain. Si tout le monde fait ça dans nos administrations, je crois que nous allons avancer très vite. C'est pourquoi nous devons bannir de nos services, de nos administrations, tout comportement laxiste qui entrave la bonne marche des affaires. Il faut aussi que les agents publics comprennent que ce n'est pas l'État qui crée la richesse, c'est le privé. Ce n'est pas l'État. Même si nous voulons collecter de l'impôt en dehors de l'impôt sur les salaires, ce qui est quand même assez faible, mais il faut qu'il y ait des activités qui marchent pour avoir la TVA, avoir l'impôt sur le bénéfice. Donc on doit respecter l'investisseur et l'aider à développer son activité. À l'endroit de nos partenaires étrangers, je voudrais surtout dire notre détermination à bâtir ensemble de nouvelles dynamiques de confiance pour un nouveau regard sur l'Afrique et sur les Africains. Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction, que j'appelle l'Afrique des solutions, cette Afrique-là qui fait 30 millions de kilomètres carrés, où tout est à faire, tout. Les routes, les chemins de fer, l'eau, l'électricité. Cette Afrique offre une formidable source d'opportunités et d'investissement. C'est aussi un acteur qui demande de plus en plus de rapports, de partenariats plus qualitatifs et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagée. J'apprécie beaucoup ce que le représentant britannique a dit. Vous savez, nous, on est francophones. D'habitude, on évolue dans nos milieux. Mais bon, quand on commence à enjamber et à aller voir aussi du côté du Commonwealth ou de la Turquie ou de la Chine, voilà. Parfois, on dit, oui, mais le Sénégal, là, il va où? Mais il va dans la mondialisation. Il faut aller regarder partout ce qu'il y a de meilleur. J'avoue que nous avons une coopération très dynamique. Bien sûr, celles avec nos anciens partenaires sont une coopération de qualité. De qualité, parce que tout ce qui a été fait ici, en réalité, nous l'avons beaucoup fait avec le multilatéral, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique, la France à travers l'AFD, tout ce qui a été sur le chemin de fer, le TER et beaucoup d'autres infrastructures, et tous les autres partenaires, la Banque mondiale. Donc nos partenaires traditionnels, partenariats traditionnels, on ne les remet pas en cause, au contraire, mais il faut qu'on les complète, puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fût-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande. Aucun pays. Donc il y a la place pour tout le monde. Il faut juste que nous travaillions ensemble pour relever les défis de l'accompagnement institutionnel à nos partenaires. Et à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Ceux qui peuvent augmenter, ils peuvent, mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter la productivité en Afrique. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pourquoi je lance un appel aux pays développés pour qu'ils accompagnent, surtout à nos partenaires traditionnels de l'Europe, des États-Unis, qu'ils accompagnent leurs entreprises
qui viennent en Afrique avec des facilités de financement, avec des facilités de garantie, afin que également les États puissent prendre plus de volume de dette, mais une dette qui est maîtrisée, une dette qui n'est pas indue, simplement parce que renchérie par des considérations tout à fait subjectives, comme les notations qui sont faites sur les pays. S'il y a un pneu qui est brûlé au Sénégal, on dégrade tout de suite le Sénégal. Parce qu'il y a 2 tartampions qui ont brûlé des pneus, qui l'ont jeté dans l'Internet. Vous allez dans un pays du Nord, on brûle 100 pneus et 400 000 bâtiments. La note ne bouge pas. Voilà le problème. Et nous allons payer donc l'impertinence de certains citoyens. C'est normal, bon, faut l'accepter. Il faut savoir qu'on va le payer cher. Parce qu'on va dire, oh, Sénégal, c'est maintenant dangereux. Il n'y a aucun danger ici. Je vous assure, il n'y a aucun danger. Mais le combat, c'est ça, changer la perception sur le risque en Afrique. Si on le fait, vraiment, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour les partenaires, c'est gagnant pour les pays et c'est gagnant pour l'Afrique. Donc, mes chers amis, je pense que je vais m'arrêter là puisque déjà, il y a eu du retard dû un peu à mon arrivée tardive et certainement, nous allons poursuivre les discussions. Je suis en tout cas très heureux de pouvoir vous donner l'assurance que le Sénégal se prépare à accueillir l'investissement privé. Et dans le pacte 3, justement, l'essentiel des besoins vont être orientés dans l'investissement privé pour le Sénégal. Et je vous remercie de votre aimable attention.